on doit améliorer la transparence et on doit être plus ouvert sur les pratiques de lobbying en expliquant exactement qui fait quoi. C'est ça l'idée ? C'est un peu plus que ça. Je pense que ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir s'interroger nous-mêmes sur nos propres pratiques. Dans quel cadre on veut légiférer sereinement? Avec quelle partie prenante? De quelle manière on doit entendre les différents acteurs? Et il y a toute une série de recommandations. On a aussi dû faire le constat que tant les parlementaires bruxellois n'ont pas de cadre déontologique qu'ils doivent suivre. La seule obligation des parlementaires bruxellois aujourd'hui, c'est de faire une déclaration de mandat. Et pour le gouvernement bruxellois, il n'y a pas de charte, il n'y a rien. Et donc peut-être que demain, grâce à ces recommandations, on aura une charte d'éthique et déontologie au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des parlementaires bruxellois. Donc il faut que la commission bruxelloise de déontologie, qui n'existe pas encore, enfin en tout cas qui n'a pas encore été mise en place, rédige ces codes de déontologie. Ça sera fait avant la fin de la législature ou pas? On l'espère. Donc je rappelle que c'est une ordonnance conjointe qui a été votée en 2017 suite à l'affaire SAMU Social. Ouais, donc on a déjà décidé dans le passé de créer une commission de déontologie. Elle n'a pas été réellement implémentée parce qu'il y a eu des difficultés pour recruter ses membres. Il faut la relancer. C'est ça. Donc ici on a modifié les critères pour pouvoir faire partie de cette commission de déontologie. On espère que le prochain appel va pouvoir nous permettre de l'installer et de fixer des nouvelles règles, et en tout cas de leur demander de fixer des nouvelles règles pour les parlementaires bruxellois. C'est pas un encommissionnement? Absolument pas. Encore une fois, si on avait... C'est des recommandations qu'on devait prendre. Si on avait avancé trop rapidement, j'ai peur qu'il nous serait arrivé comme cette commission de déontologie et qu'on aurait mis beaucoup de choses qui ne seraient jamais appliquées. Est-ce qu'il faut aller, comme c'est le cas par exemple au Parlement européen, jusqu'à avoir un registre des rencontres avec les lobbyistes? Est-ce que les ministres, mais aussi les parlementaires, doivent à l'avenir, en région bruxelloise, consigner dans un petit cahier, tel jour, à telle heure, j'ai rencontré telle personne? Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Hicham Tali? Oui, je pense qu'il faut aller très loin et surtout dire que c'est pas parce qu'il y a ça, comme il y avait ça au Parlement européen, que ça nous préserve de tout. Le plus important, c'est l'éthique personnelle des individus et des parlementaires a fortiori. Et donc oui, il faut des règles, mais c'est pas les règles qui vont faire qu'il n'y ait aucun débordement puisse avoir lieu à l'avenir. Pourquoi est-ce que la commission Amberfeist ne liste pas elle-même ces règles? Par exemple, cette idée d'avoir un registre des rencontres avec des lobbyistes. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusque-là dans les conclusions? Tous les partis n'étaient pas d'accord? Il y a ça, mais il y a aussi l'idée de se dire que si on s'impose nous-mêmes des règles, ça va peut-être être mal perçu. Donc il est préférable que les experts de la commission de déontologie imposent des règles aux parlementaires qu'eux-mêmes vont contrôler. Et donc aussi sur le message qu'on envoie, on ne se contrôle pas nous-mêmes, c'est une instance supérieure qui nous contrôle et qui nous impose des obligations. Il faut que ce comité donc, de déontologie, cette commission de déontologie, elle arrive rapidement maintenant, la bruxelloise. C'est ça. Il faudra qu'elle puisse veiller au grain ensuite par la suite. Bah oui, sur base des recommandations, sur base des rapports internationaux du Gréco, de voir ce qui se passe dans d'autres assemblées, imposer aux parlementaires bruxellois toute une série de règles qui se devront... ce sera fait pour la fin de la législature, je repose ma question. Je pense qu'il y a une possibilité pour que cette commission s'installe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord dans la majorité bruxelloise? L'ordonnance a été votée, pour ça on ne sait plus rien faire. Donc est-ce qu'il va falloir vraiment maintenant avoir un code de déontologie pour les députés, pour les ministres? Et est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à faire la transparence sur votre emploi du temps et à dire tel jour, j'ai rencontré tel représentant de telle association ou de tel lobby? Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Oui, alors moi je suis prêt. Je ne suis pas convaincu qu'on doit aller jusque-là. Il faut le faire, moi il n'y a pas de souci, vous savez. Mais moi, Pourquoi vous n'êtes pas convaincu? C'est pas logique quand on est un élu d'être transparent? Si, absolument. Juste, je pense en termes pratiques. Vous savez, le nombre de personnes que je peux rencontrer sur une journée, le risque de ça, monsieur Grosfilet, c'est que moi je commence à rencontrer des personnes tous les jours à peu près vers 7h du matin jusqu'à parfois 22, 23h. Si jamais j'oublie de noter quelqu'un dans ce fameux grimoire qu'on voudrait m'imposer, j'espère qu'on ne va pas me le reprocher. Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde. Il ne faudrait pas non plus que ce soit une manière de brider la volonté de rencontrer du monde. Mais il y a bien sûr qu'il faut faire la plus grande transparence. Il y a rencontre et rencontre, David Lester. Quand une délégation vient voir un député ou un ministre, ou lorsqu'un lobbyiste dont on sait qu'il est un lobbyiste, qu'il rencontre un parlementaire, c'est pas une rencontre anodine comme si vous saliez quelqu'un sur un trottoir. Hein. Mais je l'assume. Moi, je veux dire, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, très souvent d'ailleurs, on en fait une publication sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui est par contre intéressant dans ce type de cadastre, c'est aussi de montrer dans quelle mesure certains ministres rencontrent tout le temps le même secteur et pas le secteur adverse. Ça, par exemple, c'est très intéressant de montrer. Guéhin, par exemple, tout ce qui est secteur des plateformes, ont plusieurs fois dû militer extrêmement durement pour pouvoir rencontrer le ministre-président. Par contre, le secteur des taxis, lui, à l'époque, a pu rencontrer plusieurs fois. Que Rudy Vervoort était plutôt plus proche des taxis que des plateformes. Ah, mais là, ce serait des faits qui seraient têtus où on verrait, dans les faits, concrètement, il en faisait plus souvent ceux-là que ceux-là.